Safaa Nhairy is a journalist and social commentator from Morocco who is now based in London. In late 2006, she undertook a journey through Europe to see how the landscape is changing for immigrants, and more specifically, Arab Muslims in a post-9/11 7/7 landscape. As a journalist who is both Maghrebi and living in the West, this is a poignant personal journey for me to discover the truth about the immigration experience in Europe today. Day to day, you can't fail to be affected by the hysterical rhetoric in the mass media telling you that your life is under threat because of the new foreigners and immigration in your country. My journey through the heart of the Muslim community in Europe drew some surprising and sometimes worrying conclusions as I discovered a community that is diverse, articulate, and also troubled by political, social, and economic worries, both at home and across the world. What I wanted to discover was how these communities perceive their lives in the West, especially to the sound of post-9/11 neocon drumbeats. What perceptions do they face from their host nations, and what are the different approaches taken by each nation to work with their immigration? Our journey will take us through Madrid, Paris, and London, cities which through recent events find themselves on the front line on the question of immigration, through events like 7/7, the French riots, and the bombings on the subway in Madrid. The question is whether we will find hope or despair at the state of immigration. My first port of call was a meeting with Nhairy Garcia, who works with an NGO in Madrid. This neighborhood is called Lavapiés. It's of a very old and popular neighborhood in Madrid, and now it's full of all kind of immigration that has come in the recent years. And in terms of the immigrants, are they new immigrants to Spain, or have they been living here for a long time? In Spain, most immigrants are quite new. So basically, it's a thing of the last 10 years. Yeah. So there are not really very, very old people living here. Like there are very few second generation people, very, very few. What happened after 11th March? Do you think that this situation has changed for North Africans in Spain in terms of how they're perceived, how they're... I was scared, very scared about that. The first thing I thought it was that the life in the neighborhood would become much worse, like much more tension. But it really went quite well in that sense, I thought. So the first day it was kind of nervousness. There was plenty of cameras near here because it was right here that they arrested the people who were involved. I guess it has some effect, but not that as big as I thought it would have. Did the people who planned the bombings We're just living here. For you, as someone who lives here, is that fine with you? Of course, not fine for me, but in Spain we also have been living a lot of time with other terrorisms. It's everywhere in the world, wherever you go. I mean, it can be Basque people or whatever. But of course, you cannot make a judgment for the whole community because of that. That's regarding terrorism. What about Islamophobia? Do you think it does exist in Spain? Well, I think it's very funny in Spain. Well, it's not funny, but many people who complain about, I mean, the excuse is like women
rights. But most of the people who claim that Muslim people are not respecting women's rights were the people who 20 years ago in Spain were okay with that women couldn't work without the man's permission and things like that. So it's very funny that they use this as an excuse to criticize Muslims, and more it's basically ignorance. So. Mohammed, a Moroccan migrant who has moved to Madrid and set up his own restaurant business, lives in Lavapiés with his wife and children, right opposite the flat where one of the bombers lived. واش كتشوف يعني مستقبل الولاد ديالك؟ انا الصراحه جيت من المغرب على مستقبل ولادي ولا هضروا من شي من هدايه الله. المغرب قريت على فيها وعندي شباب قارين في حقا بحال يقوال بحال انا بحال تما كاينين شباب حاملين شهادات هنا ما خدامينش تما نفس الشيء بلادنا لان ولادي انا عارف الناس عندهم ولادهم حتى كبروا بدوا لي قال لهم حرب تبعوا اهل ديالهم حربوا الانسان يعرف راسو الحريق دراسه فكر قلت هذا انا ما قادر باقي على العمل انا وزوجه ديالي فكرنا لا نمشيو نديو هاد الاولاد لا ما يصدعونا هاد التجربه شفناها مع الناس اخرين تما الناس لاباس عليهم انا كنت قاري عقل الناس تابع الرينيسونس هاد السيد نيس كاين اكثر اجازي ما يبدلوا الحياه ديالهم حقا انا جيت هنا على الولاد. Leaving Lavapiés, I had a meeting with Kamal Rahmouni, president of Atime, an association for Moroccan migrant workers. المغاربة يقولوا من بين أوائل المهاجرين اللي يعني جاوا لإسبانيا واللي فكروا آنذاك في الاستقرار. لماذا؟ كاين مجموعة العوامل. يعني أولاً التطور الاقتصادي كيطرح وكيمنح فرص ديال الشغل. يعني كذلك العامل الجغرافي. العامل الجغرافي كيلعب دور كبير، يعني بزاف المهاجرين يعني المغاربه اللي مقيمين في اسبانيا بعض المرات كتحنا نمشيو فرص الشغل في دول اخرى كيف نبقاو هنا على العامل ديال القرب. ¿Qué vamos a hablar de todo? Por ejemplo. Yo me llamo Hadid, el nombre y el apellido es Stockfield, la edad tengo 33 años. ايش رايك تشوف ان المغاربه يعني في اسبانيا كيشكلوا يعني مشكل للاسبانيين؟ يعني كيشوفوا المغاربه كمشكله لا او لا ما كاينش هاد في رايي. وكذلك ما كل الابحاث والدراسات ما كتعطيش هاد الرؤيه هذه، بالعكس اللي بالاضافه الى الابحاث والدراسات اللي تعملت اللي كاين وهو كاين نوعا ما شيئا ديال نقولوا حنا ديال الانشغال وديال التخوف. Marta Rodriguez Tarducci Diaz, the Spanish director of immigration, agreed to talk to me on how Spanish people perceive immigrants. La sociedad española percibe como problema la inmigración irregular, porque en el propio desarrollo de las encuestas que se hacen, las respuestas respecto a la percepción de los derechos que deben de tener, abrumadoramente todos creen que deben de tener los derechos de sanidad, los derechos de educación, los derechos laborales, todos acogen muy bien. After the Madrid bombings, the Spanish people acted with incredible foresight and maturity by voting out a pro-war government and showing solidarity instead with their immigrant community. Estamos en un momento de preocupación, pero sí que estamos actuando, preventivamente para que no surjan problemas en el futuro, de forma y manera que el gobierno ha aprobado un plan estratégico para la integración de los inmigrantes, dotado con una importante cantidad de dinero, pero no deja de ser una enorme preocupación para el Estado que todo funcione adecuadamente. Por eso, dentro de muy poco,
se va a aprobar ese plan estratégico con una visión de futuro también, anualmente hablando, ¿no? Que esperemos que dé unos muy buenos resultados. ¿Es optimístico? ¿Cómo es? Es un fenómeno estructural de nuestras sociedades que el propio desarrollo económico y nuestra pirámide de población nos lleva a saber que las sociedades del futuro serán sociedades entreveradas de distintas nacionalidades. As my trip in Spain was coming to an end, I made a visit to the Atlas Association, a group of activists to get their thoughts on the future of Moroccans in Spain. واش كتمنى ان التصنيع تكون غاديه في نفس الطريق اللي غادي فيه فرنسا الان؟ بالنسبه غادي المفروض على ان تمشي في سميتو لان دابا داخل الوحده الاوروبيه ضروري تمشي في الايقاع ديالنا. شنو الاشياء اللي كتشوف ايجابيه في فرنسا مثلا؟ كل شيء تنظن كاع القطاعات كلهم عندهم القطاعات كلهم ممتازين بالنسبه It is early days for Spain, but so far it has shown remarkable foresight and tolerance to its immigrant community, despite the horrors of March 11th. I left Spain with real hope for the immigration experiment in Europe. Now in Paris, the heart of the immigration issue, where acceptance, integration and religion are still a problem for North Africans. We're gonna find out if the North African or Maghrebi dream matches up with the French reality. In November 10, 2006, here in Clichy-sur-Bois, riots rocked France. I've come to find out what was behind the unrest and if anything has changed. Paris. Ouais, bah, c'est réputé comme une ville où il y a plus de racisme au monde, quoi. En tant que... Trouver un travail, c'est pas facile, quoi. Ouais. C'est pas facile, en fait, disons, faut tomber sur les bons endroits, les bonnes personnes. Ouais. Mais c'est vrai qu'en général, en tant que maghrébin, c'est vrai qu'on a du mal à trouver du travail. Karim and Mohammed are both unemployed, but I was shocked to learn that even educated Maghrebians might find doors closing on them. With this in mind, I arranged to meet with students at the Sorbonne, France's most renowned university. Non, la discrimination, elle existe. Il y a eu des enquêtes, c'est-à-dire on prend le même CV avec un nom, avec Jamila par exemple, et on change juste la photo, on change juste le nom, on donne le CV à la même entreprise et forcément c'est le CV français qui est pris. Ça c'est connu, la discrimination, elle existe. Reaching the end of their studies and looking towards the future, these students of commerce and economy understand what chances they have for getting a job in France. How does the government respond to accusations of a prejudiced job market? I visited Maxime Tandonnet, technical advisor for asylum and immigration to the Ministry of Interior, to find out. N'écoutez pas les gens qui vous disent que les entreprises françaises sont racistes, c'est pas vrai, c'est faux, toutes les enquêtes montrent que ce n'est pas vrai. Ce que veut un entrepreneur, un chef d'entreprise, c'est recruter des gens qui lui sont utiles, parce qu'il a besoin de lui, ce qu'il cherche, c'est faire du profit, donc il cherche à recruter des gens compétents. Donc je leur dirais comme à tous les jeunes Français d'ailleurs, je leur dirais orientez-vous vers des études avec des débouchés, des études qui seront utiles pour les entreprises, réussissez dans vos études, et puis je vous assure que vous revenez me voir si au bout de quelques années, alors que vous avez un diplôme utile aux entreprises, vous n'êtes pas recruté. Actuellement,
sur le marché de l'emploi français, il y a une certaine discrimination, il faut dire ce qui est, envers une discrimination raciale, particulièrement envers les Maghrébins. Donc moi je ne vais pas m'obstiner à chercher continuellement du travail ici pour recevoir des refus de candidature. Donc je vais peut-être aller voir ailleurs. C'est-à-dire dans un pays anglophone, pourquoi pas l'Angleterre ou qui sait, on ne sait jamais ce que Dieu nous réserve, donc pourquoi pas le Canada non plus. J'ai une bonne situation, j'y vais. J'espère que la discrimination elle sera amenée à disparaître parce que d'une certaine mesure, là on va à l'école, on va à l'université, on est mélangé, il y a une diversité des cultures. Donc quand on va arriver sur le marché de l'emploi, tout le monde aura une certaine connaissance de l'autre. On va pas arriver, par exemple les patrons, déjà ils vont changer de mentalité. Parce que nous on est les futurs employés, futurs patrons de demain. Donc dans un certain sens, on va drainer une certaine mentalité, un certain mode de pensée. Et qui je pense va entériner, va changer les choses concernant la discrimination. Despite their pragmatic optimism, listening to views on their situation, it brings sharply into focus questions of identity. Much of the Maghrebian community in France arrived in the late 1960s, working in the construction industries and in car manufacturing. They were key to the success of the French economy. Their children grew up educated and immersed in French culture. Identity, ever complex, meant these young people stood between two cultures, raising questions which, in varying degrees, ask how they fitted into contemporary France. On ne devrait pas parler d'intégration. Moi, je suis française, je suis née en France. J'ai la culture française, j'ai mon gène, j'ai mon sang qui vient peut-être de là-bas, mais j'ai grandi en France, j'ai l'ouverture d'esprit de la France, mais en même temps, j'ai la connaissance du bled, tu vois ce que je veux dire? Layla Bounouz is the lead singer in Orange Blossom, a band taking France by storm. She is French with Maghrebian origin and is caught at the heart of this vortex. I asked her how she saw her identity. Je suis française. Tu sais, moi, on se pose beaucoup de questions. En fait, moi, je suis métisse, franco-algérienne. Donc, je suis franco-algérienne. Les gens, quand ils me voient dans la rue, c'est une arabe. Quand je me fais suivre dans un magasin, c'est parce que c'est une arabe, elle va voler. Donc au bout d'un moment, tu grandis, tu dis, bon, t'as les Français qui vont dire, tiens, elle, c'est une arabe. Et d'un côté, quand tu vas au bled, tu fonctionnes pas comme les gens du bled. Donc toi, dans ta tête, t'es là, putain, eux, ils disent que je suis française, mais pourtant, les Algériens vont toujours te ramener, non, t'as du sang algérien, t'es une Algérienne. Tu vois, que les Français, ils vont même pas faire ça. T'es né en France, t'as des papiers français, ta mère, elle est française, mais tu es une arabe. Tandis qu'en Algérie, tu es né en France, ta mère elle est française, mais tu es toujours notre sœur, tu as toujours du sang algérien. Layla's experience of France and Algeria highlights the difficulty of acceptance in both countries. It is now openly being said in French politics that either you assimilate or you're not one of us. It's not just the Maghrebi culture that is under attack, it is religion too. How do Muslims fit into France and what are the dangers? Tammy Brez, the president of the Union of Islamic Organizations in France, gave me his insights. Nous pratiquons notre religion, mais nous faisons beaucoup attention aux fondements de la société. Et après le 11 septembre et les explosions de Londres et de Madrid, est-ce que c'est plus difficile d'être musulman en France? Le paradoxe, c'est que en France, moi je l'ai toujours dit, j'ai dit, nous avons vécu le 11 septembre, avant le 11 septembre.
Donc ici en France, il y a durant 10 années, vraiment c'était lié avec les événements en Algérie, c'était lié avec les événements ici, des attentats que la France a vécu. Mais vraiment on a vécu des moments difficiles, très difficiles. Il y avait de la persécution, il y avait vraiment le harcèlement, il y avait de la part des autorités, de la part des pouvoirs publics, des ministères de l'Intérieur. Mais durant 10 années, nous avons montré vraiment que les musulmans sont attachés à la France, qu'ils défendent son ordre public et qu'ils ne sont pas là pour commettre sans ses valeurs et sans sa présence et son existence. In France, the concept of laïcité, the absence of religious interference in government affairs, and conversely, government interference in religious affairs, can be explosive. C'est le droit le plus absolu de pratiquer sa religion, donc de faire la prière, d'aller à la mosquée, de vivre sa foi en toute liberté, en toute tranquillité, c'est évident. Bon, cela dit, il peut y avoir aussi un certain nombre de dérives. La religion dans la tradition française est une affaire de croyance individuelle. On ne peut pas imposer au nom d'une religion à d'autres personnes un mode de vie ou un mode de comportement ou une façon de penser. La religion, c'est d'abord une affaire individuelle. Nous pratiquons notre religion, mais nous faisons beaucoup attention aux fondements de la société. Parmi les fondements de la société, la laïcité. La laïcité, vraiment, nous n'avons pas peur de la laïcité. Nous essayons de nous adapter avec la laïcité, parce que la laïcité, comme vous voyez, la laïcité comme valeur, vraiment, il garantit la pratique religieuse. Donc il faut connaître cette laïcité. Il ne faut pas avoir un préjugé de la laïcité. Being Muslim in Europe in the current climate of cultural conflict, where European states seek to curb migration in reaction to increasing xenophobia, is far from easy. France is on the edge. It seems that on every corner there is protest and social unrest. Muslims and other immigrants are now shouting for their rights from the street. This is embodied in actions of groups like the National Coordination of Sans-Papiers, who are crusading for immigrants' rights. We ran into an angry protest while I was in Paris. La manifestation est organisée pour dénoncer les accords bilatéraux et la délivrance des laissez-passer, et surtout les accords bilatéraux qui se font au détriment des droits fondamentaux des immigrés. Active in many towns around the country, they campaign for the regularization of the many migrants in France without documentation. Ils sont exploités, ils sont souvent sous la menace de l'expulsion, des rafles, de contrôle aux faciès. Ils vivent dans la peur d'être arrêtés, mis dans les centres de rétention, mis dans des charters, bâillonnés et expulsés dans leur pays d'origine. C'est des personnes qui sont vulnérables et qui aujourd'hui se battent pour... ils sont sortis de l'ombre et de la clandestinité pour dire à la population française qui font partie de ce pays, qui doivent être régularisés. A stone's throw from the Sacré-Cœur is Barbès, a run-down area where many Maghrebians live. The hub of North Africans in France. You walk in the street here, you find Moroccan, Tunisian, Algerian restaurants. Amazing. You see Moroccans walking down the street. The mosque is just down the street, and this is today, Friday, so you see them coming down. It's amazing. We feel like we're in Morocco or Tunisia or even Algeria. We're just close to Saint Bernard Church, an amazing church that receives so many North Africans, clandestine as they call them here, illegal immigrants.
and they stayed for months and months. In 1996, the sans-papiers went on a 50-day hunger strike at Saint-Bernard's that pricked the consciences of intellectuals and celebrities and inspired action. The plight of the people in the church drew much public support, but the unrelenting government sent in the police to evict the hundreds of people seeking refuge there. Though the hunger strike failed to prevent deportations, it is clear that the engagement in political processes are an effective assertion for the fight for rights. On a cold winter night, I met up with Les Indigènes de la République, a group of political activists who are deeply involved in the fight for Maghrebi rights. Published in the magazine Les Indigènes de la République, they are critical observers in the debate on Maghrebi issues. Vous avez parlé tout à l'heure de représentation politique maghrébine en France. Qu'en est-il de la représentation maghrébine sur la scène culturelle et sportive? Par exemple, maintenant, l'icône qui est Zidane, qui est un arabe et aussi musulman aussi. Est-ce que ça a changé la perception des Français par rapport Ça a changé une seule chose, c'est qu'ils nous acceptent dans le sport, ils considèrent que les Noirs, par exemple, courent vite, que les Arabes tapent bien dans le ballon, et qu'on a cette spécificité-là, mais qu'on est handicapé par rapport à la politique. Nous sommes confinés dans les domaines de l'amusement, dans les domaines du spectacle. De l'animation aussi. De l'animation, dans les domaines du sport. Et c'est vrai que nous sommes surreprésentés dans certains domaines, et évidemment sous-représentés dans les domaines qui sont essentiels. Le politique, le domaine du politique, le domaine du savoir, là nous sommes absolument sous-représentés. Et ça c'est un vrai problème. D'ailleurs c'est très étonnant de voir lors des débats télévisés sur des questions justement sur l'immigration, de voir que la plupart du temps les intellectuels musulmans auxquels on fait appel, ce sont des comiques, ce sont des comédiens, ce sont des gens de l'animation et de l'entertainment en fait. Et on n'a jamais vraiment des intellectuels ou d'un rare cas face à d'autres intellectuels. C'est souvent des gens de l'animation, comme je l'ai dit, qui viennent sur des plateaux télé pour débattre de questions, des questions sur l'immigration ou des questions politiques. D'abord, l'immigration, elle a toujours été choisie. C'est faux de dire que c'est nouveau. Je veux dire, les travailleurs qui ont été recrutés dans les années 60 ou 70, ils étaient choisis sur leur capacité à pouvoir travailler dans les usines, etc., physiquement, est-ce qu'ils étaient en bonne santé, etc. Ils ont choisi l'immigration. Donc ça, c'est vraiment pas... C'est une parfaite hypocrisie, ça. Capté. Or, choisi, il y a un côté extrêmement méprisant là-dedans. Ça voudrait dire d'abord que ce que les travailleurs faisaient auparavant, les premières couches d'immigration de travailleurs faisaient, était quelque chose d'absolument dégradant et d'inférieur. Et quand on dit choisi, ça veut dire que maintenant on va s'intéresser au cerveau. Et c'est effectivement un phénomène qui a toujours eu lieu. C'est que maintenant cette fuite des cerveaux, elle va être organisée. Et il faut savoir que cette fuite des cerveaux, c'est une véritable plaie pour le tiers-monde, pour les pays du Sud. C'est une catastrophe, puisque ce sont des gens pour lesquels cet État n'aura absolument rien dépensé, ni pour les faire venir au monde, ni pour les éduquer au niveau de l'enseignement fondamental, ni au niveau du logement. Et on va donc capter des esprits comme ça, qui vont tomber tout frais, tout rôtis dans ce pays, et on va pouvoir les presser comme des citrons et ensuite les rejeter. Les Indigènes de la République's political engagement is one side of the coin. Sociologist Abdelkader Bakri spoke to me about the situation of the youth of the banlieue. Dans les banlieues, il s'agit d'abord de ce qu'on appelle le logement social, qui est attribué par des organismes, donc d'une manière assez bureaucratique. Et donc en fait, les gens ont été logés. C'est pas eux qui ont choisi de se loger là-bas, eux ils cherchaient un logement. Donc il se trouve qu'on a concentré des familles de la même origine, de la même culture ethnique. Et après, comme ce sont des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens économiques et qui sont soumises à la discrimination au niveau de la recherche de logement, eh bien, elles ne peuvent pas partir de là-bas, ce qui fait que ça forme des ghettos. Perhaps the perfect metaphor for the Maghrebi anger towards French inequity is the symbol of the banlieue in flames. Les nouvelles générations
se sont aperçus qu'elles vivaient dans des conditions pires que leurs parents. Puisque leurs parents, ils sont venus, ils cherchaient un travail, ils ont trouvé un travail. Ils avaient un logement qui était meilleur que celui où ils étaient. Mais eux, ils sont nés, ils ont vu leur cité se dégrader, leurs parents vieillir et souvent être au chômage. Et puis eux, ils n'avaient pas de débouché au niveau professionnel. Until now, it's been very difficult to get trusted access to the disaffected youth living in the banlieue. Through contacts, we were lucky to get an interview with young men from Saint-Denis. Some of those we were to meet had helped orchestrate the riots. They made it possible for us to walk into the heart of this ghetto in northern Paris. Their frustration was palpable. Pourquoi les émeutes de l'année dernière? Les émeutes. Il y a plusieurs explications. Il y a d'une part les keufs ils nous cassent les couilles. Les choses elles changent pas. Dans quel sens? Les choses elles évoluent pas, on fait du sur place là, on patine. Et comment voulez-vous que les choses changent? Je sais pas. Qu'ils nous respectent. Et qu'est-ce que vous demandez de ce pays? De ce pays, on demande du travail, plus d'ouverture. Voilà. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que bon, il ne faut pas tomber dans la victimisation et qu'il faut bouger? Il faut bouger, il faut trouver un travail, il faut travailler, il faut faire des efforts. Il faut arrêter de planifier, de dire qu'on est des Nord-Africains et des malheureux, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver un travail. Non, ça c'est vrai. Mais il est vrai que par rapport à pour essayer de trouver un travail, parfois il y a des discriminations. Ça a été prouvé, il y avait des émissions, tout ça. Pourquoi des émeutes dans votre propre région? Pourquoi ne pas aller sur Paris à côté de là les gens qui décident? Tout ça, il faudrait se regrouper. On va pas y aller qu'un seul quartier. Il faut aller à plusieurs quartiers. Il faut un bon nombre de personnes. Maintenant, si on est une quarantaine, une cinquantaine, on va rien faire sur Paris. Autant rester ici. Alors, moi, ce que je te propose, toi, tu as déjà un travail et tu quand même participes à des émeutes et quand même il y a cette colère. Alors... Moi, c'est pas. Je suis livreur de pizza, voilà. Moi, c'est pas ça que je vais faire de ma vie. Moi, je vais avoir un vrai travail. C'est-à-dire un travail que j'aime. Une situation. Voilà, une situation. Et tu penses qu'avec tes qualifications maintenant, tu peux obtenir un travail et c'est juste que par discrimination, que tu n'arrives pas à trouver. Ouais. Il faut de l'aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide dans ce pays, il n'y a pas d'argent dans ce pays, il n'y a rien dans ce pays. Et tu veux rester dans ce pays? Je suis obligé. Tu dois retourner chez toi. Bon, il y a plus d'argent ici que dans mon pays, mais quand même, j'ai grandi ici et il n'y a pas d'argent. Les émeutes vont changer les choses par rapport à vous? On espère. Pour beaucoup d'entre eux, versent dans la délinquance parce que la délinquance, c'est l'argent facile, c'est l'attrait de la violence, c'est la soumission à une idéologie de haine contre les policiers. Un contrôle de police, ça va pas se passer. Ça va pas se passer de la même manière s'ils contrôlent un vrai Français et genre un Africain. Ça va être du tutoiement, des petites pressions. Des barres. À l'âge de 16 ans, donc ils arrivent à l'âge de la scolarité obligatoire, ils sortent de l'école, ils n'ont pas de formation suffisante, ou alors s'il y a une formation, ce n'est pas une formation qui les amène vers un emploi. Donc ils restent dans le quartier, ils restent en groupe, ça fait des groupes, des bandes de jeunes
ça, et ils sont toujours en conflit, souvent en conflit avec la police, parce que la police a tendance à débarquer dans ces quartiers, faire des contrôles. Alors eux, ils sentent qu'ils sont particulièrement contrôlés, et très souvent, des fois 2-3 fois dans la journée, donc ça fait quand même une animosité entre les flics contre la police et les jeunes. Quand il voit un petit blanc, il n'a pas sa carte d'identité, bah, il me dit c'est bon, tu peux y aller, mais quand c'est nous, c'est vérification. 4 heures. 4 heures. On est différents par rapport à eux. Par exemple, on est français, on a une carte d'identité française, mais on n'est pas français. Voilà. Mais voilà, on a les papiers français, mais voilà, on n'est pas respecté. Donc dans le quotidien, il y a une santé maltraitée. Voilà. Tous ces jeunes-là, dont les parents sont marocains, qui est né ici, qui a grandi ici, il est citoyen français, mais culturellement, on peut considérer qu'il est franco-marocain. Un autre, il va être franco-tunisien. Et tous ces jeunes-là, on peut les considérer comme des franco-maghrébins. Et il faut arrêter de parler uniquement de jeunes de la énième génération, ou jeunes issus de l'immigration, parce que quand on dit gens issus de l'immigration, les autres jeunes qui ne sont pas originaires de l'immigration, ils sont bien issus de quelque chose. Et donc en fait, si on continue à les appeler comme ça, on les catégorise. Mais il vaut mieux quand même les catégoriser comme des franco-maghrébins. Cela, c'est une catégorie qui est positive et que eux, ils revendiquent. Parce que eux, normalement, ce qu'ils demandent, c'est être citoyen et avoir tous les droits de la citoyenneté française, mais en même temps, ne pas renier leurs origines, l'origine de leurs parents, etc. Et donc, si on les aide à revendiquer ça et à affirmer ça, eh bien, c'est plus un enrichissement pour la France, c'est un plus plutôt qu'un problème. Il faut qu'on fasse le constat que cette population, elle ne peut pas s'assimiler, devenir transparente, etc. Elle est porteuse d'une culture, elle est porteuse de traditions, etc. Il faut que tout cela soit reconnu. Donc ce n'est pas la question de l'intégration dont il faut parler, encore moins de l'assimilation, la question de la reconnaissance. While Abdelkader Bilbahri sees a way out of the impasse through the recognition of difference, the simmering tensions from the rise of 2005 are still very much present. In March 2007, they burst out the Gare du Nord, one of Paris's main railway stations, when a ticket inspection spiraled into full-blown riots. The then Minister of Interior, Nicolas Sarkozy, famously branded them scum. With the recent election of Sarkozy in May 2007, France could be set for more confrontations. I'm now back in London from Europe, where I saw hope and despair in terms of the immigration issue. The UK itself has got its own furious debate, not least due to the Iraqi war and the 7/7 bombings. Anas Al-Tekriti is a social commentator on immigration and human rights. I went to find out his views on the future of immigration in Britain and Europe. Despite all the difficulties that have ravaged Western Europe, particularly after 9/11 and such, Britain has remained fairly immune in comparison to what's been happening in France, Belgium, Holland and the like. I think we've seen a community that has operated on many, many levels in a very, very positive manner, on the political scene, on the media scene, on the intellectual scenario. And I think that has made the Muslim community stand in a very distinguished place if you compare it to other Muslim communities throughout Europe. I went to seek out the experience of the ordinary Maghribi migrants on the street to contrast his experience with the French immigrants we had met. Karim arrived in the UK in the 1980s and is now working as a renowned DJ in the London club scene. The culture, the music, the food,
happening, and it's been happening since years. It's great. It's a great place to be. It's about you, about what you want in life, and what this city will offer you. Some people love it, some people hate it, and the challenges are definitely economics. To find a job, they have to kind of generally they all go to, most Algerians start working in the kind of catering industry, but it's very hard, low paid, but there's no other choice, it's the only time. But it's the perfect place to learn English. Do you think 7/7 has made it harder for Algerians and North Africans to Well, social media? yeah, but my opinion myself, I mean, it's very much a psychological kind of problem. It has kind of brought a certain questioning within ourselves. There is no question that 7/7 was a defining moment for immigrants in the UK. Unfortunately, whilst Britain was seen until very recently as being a very hospitable, very welcoming, very warm and secure place for immigrants, more and more there has been a push towards making the term immigrants an almost dirty word. In fact, every single political party needs to be seen to be very tough on immigration in order to be, electable, basically. Unfortunately, over the past 2-3 years, we've even seen a very interesting, intriguing, and quite distressing trend emerge in this particular discourse. And that is the intertwining, almost, of immigrants with illegal immigrants with terrorists. Under extreme public and political pressure, the community has sought to create better understanding by mature dialogue, such as this conference I visited on Muslim integration. Here I met Abdelkarim Rahman, a visiting member of the Algerian parliament. Integration is a concept which is considered differently in European countries themselves, and also in Arabic and Muslim countries. This, which is interesting in this kind of conference, we have to develop a civil dialogue between academics and also politics and also universities in order to make a new deal with the public opinion. It would be more easier to make comprehension between societies. I think that we must never allow for the discourse or the rhetoric that emphasizes the negatives of immigration to become the dominant force in this particular dialogue. I think that we could actually provide a model of integration, a model of where people can live side by side, with the rich and diverse nature of their religions, beliefs, creeds, colors, races, languages, and the such, and thrive and build a society that is booming on all levels, social, economic, political, and otherwise. I think there's a lot to be learned from what we used to have in the UK, and there's a lot to be avoided in the kind of rhetoric that is dominant today. This has been a trip with positives and negatives. While there's a ray of hope from different quarters, it seems like the acceptance of North Africans or Maghribis has a long way to go. Thank you.